Je suis Brianna, j'ai 38 ans. Et il y a 3 semaines, aux funérailles de mon père, mon frère a annoncé qu'il vendait notre maison familiale pour payer ses dettes de jeu, devant 40 personnes. Ma mère a hoché la tête. Elle a vraiment hoché la tête, et a dit, ton père comprendrait. Ta sœur peut trouver un autre endroit. Je restais là, entouré de parents qui ne croisaient pas mon regard, me sentant comme si j'avais été giflé au milieu d'une pièce bondée. Mais voici le truc. Ils ne savaient pas. Il y avait quelque chose que l'avocat était sur le point de révéler. Quelque chose que mon père avait gardé caché pendant 15 ans. Avant de continuer, si vous trouvez que cette histoire vaut la peine d'être entendue, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous voulez sincèrement savoir ce qui s'est passé ensuite. Et dites-moi dans les commentaires, d'où écoutez-vous en ce moment? Quelle heure est-il là où vous êtes? Laissez-moi vous ramener 3 semaines en arrière, à la nuit où j'ai reçu l'appel à 2 heures du matin. Mon téléphone a illuminé mon minuscule studio dans le centre-ville de Philadelphie. Celui avec l'étagère IKEA, la plante serpent que j'avais gardée en vie pendant 6 ans, et des piles de manuels de comptabilité que je ne pouvais toujours pas me résoudre à jeter. Le nom de maman a clignoté sur l'écran. Ton père s'est effondré. Il est au Jefferson Memorial. Viens maintenant. J'ai conduit 45 minutes sur des autoroutes désertes, dans ma Camry 2015, celle avec près de 200 000 km et un voyant moteur que j'ignorais depuis des mois. Quand je suis entré sur le parking de l'hôpital, j'ai repéré la Mercedes noire de Marcus, étincelante sous les lumières fluorescentes. Il m'avait devancé. Bien sûr qu'il l'avait fait, mais cela n'avait pas d'importance. Au moment où j'ai atteint l'unité de soins intensifs, papa était déjà parti. La dernière fois que je lui avais parlé, c'était 3 mois plus tôt. Un appel téléphonique qui avait duré peut-être 90 secondes. Il avait demandé, « Est-ce que tu vas bien ?» Et j'avais dit oui. Et puis nous sommes restés assis dans le silence, jusqu'à ce que l'un de nous trouve une excuse pour raccrocher. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois que j'entendrais sa voix. J'avais l'habitude d'être celle qui arrivait en dernier. Mais cette fois, j'aurais aimé arriver plus tôt. Pour comprendre ce qui s'est passé à ces funérailles, vous devez comprendre ma famille. Il y a 20 ans, j'avais 18 ans, assise à notre table de salle à manger, avec des lettres d'acceptation à l'université étalées devant moi. Penn State, Temple, Drexel. J'avais travaillé toute ma scolarité au lycée pour ces lettres, et j'avais besoin que mes parents m'aident à comprendre comment payer pour ça. Ma mère a pris la lettre de Temple, y a jeté un coup d'œil, et l'a reposée comme si c'était du courrier indésirable. « Pourquoi dépenserions-nous ce genre d'argent pour toi ?» a-t-elle dit. « Tu es une fille. Tu vas te marier, avoir des enfants, ton mari subviendra à tes besoins. C'est comme ça que ça marche. » J'ai regardé mon père. Il fixait sa tasse de café, la mâchoire serrée, ne disant rien. Cette même année, Marcus, de 3 ans mon aîné et déjà en 2e année à Villanova, a tout reçu sur un plateau. Pas de bourse, juste des chèques de nos parents. Il lui avait acheté une Honda Accord pour ses trajets. Il lui avait loué un appartement près du campus, pour qu'il n'ait pas à subir la vie en dortoir. Moi, j'ai reçu une liste d'emplois qui embauchaient des jeunes de 18 ans. Alors, je me suis débrouillé toute seule. J'ai postulé à toutes les bourses que je pouvais trouver, j'en ai décroché assez pour couvrir 70% des frais de scolarité à Temple, et j'ai travaillé 2 emplois à temps partiel, les soirs de semaine dans un centre d'appel, les week-ends dans un café, pour couvrir le reste. 4 ans à dormir 5 heures par nuit, à manger des ramen parce que faire les courses était un luxe, à regarder mes camarades aller à des fêtes pendant que je prenais des gardes supplémentaires. J'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne de 3,8 et une licence d'expert comptable qui est maintenant accrochée dans mon petit appartement. J'ai mérité chaque lettre de ce diplôme. C'est aussi pourquoi j'ai arrêté de parler à ma famille pendant 2 ans après l'obtention de mon diplôme. Je ne pouvais pas les regarder sans ressentir le poids de tout ce qu'ils m'avaient refusé. Les filles sont les piliers de la famille, disait ma mère. Les filles ne sont que des invités de passage. J'ai entendu cette phrase tellement de fois que j'ai commencé à y croire. Le matin après la mort de papa, je suis retourné à la maison où j'ai grandi, pour la première fois en 3 ans. C'était une maison de style colonial à 4 chambres, dans la banlieue de Philadelphie, construite en 1985, avec une véranda et un jardin où j'avais l'habitude d'attraper des lucioles. Le quartier était du genre où les gens mettent des drapeaux américains sur leur boîte aux lettres et connaissent les noms des autres.
classe moyenne supérieure, respectable, le décor parfait pour une famille qui semblait parfaite de l'extérieur. Marcus attendait à la porte d'entrée quand je suis arrivé. Il m'a serré dans ses bras rapidement, d'un seul bras, de la façon dont on serre quelqu'un qu'on est obligé de saluer, mais qu'on ne veut pas particulièrement toucher. « Ça fait longtemps, sœurette » a-t-il dit. « Tu as l'air fatigué. » Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à remarquer le sac de voyage Louis Vuitton dans le couloir, les clubs de golf appuyés contre le mur, les mocassins Gucci alignés près de l'escalier. Marcus était au chômage depuis 8 mois. Je le savais parce que maman l'avait mentionné lors d'un de ses rares appels téléphoniques culpabilisants. « Où est maman ?» ai-je demandé. Au téléphone avec les pompes funèbres, elle a tout sous contrôle. J'ai monté mon sac de voyage dans mon ancienne chambre, ou ce qui avait été ma chambre. Les murs étaient toujours du même bleu pâle que j'avais peint quand j'avais 15 ans. Mais tout le reste était différent. Mon lit avait disparu, remplacé par le surplus de Marcus, plus de bagages de créateur, des boîtes à chaussures, une télé à écran plat encore dans son emballage. Ma chambre d'enfance était devenue le box de stockage de mon frère. Je me tenais dans l'encadrement de la porte, regardant la pile de choses coûteuses qui appartenaient à un homme qui, soi-disant, n'avait pas d'argent, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Je n'ai pas demandé pourquoi ma chambre était devenue son placard. Certaines questions trouvent leur réponse d'elles-mêmes. Les funérailles étaient prévues pour 5 jours plus tard, selon les souhaits de papa. Simple, chez Peterson & Son, le funérarium local devant lequel il passait chaque jour en allant au travail. J'ai géré la logistique. J'ai appelé le directeur des funérailles, écrit la nécrologie, contacté des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années. J'ai organisé les fleurs, confirmé le traiteur, et je me suis assuré que les programmes étaient imprimés avec la bonne photo, celle de papa d'il y a 10 ans, avant qu'il ne commence à avoir l'air fatigué tout le temps. Marcus a géré la sympathie. Chaque fois qu'un voisin passait avec un plat cuisiné, il apparaissait dans l'encadrement de la porte avec son chagrin exercé, acceptant les condoléances comme un politicien travaillant une foule. « Merci beaucoup de penser à nous », disait-il, la main sur leur épaule, la voix épaisse d'émotion. Papa aurait apprécié. Mais derrière les portes closes, les choses étaient différentes. Je l'ai remarqué le 3e jour. Maman et Marcus avaient des conversations chuchotées dans le salon, des conversations qui s'arrêtaient brusquement chaque fois que j'entrais. J'attrapais des fragments, après les funérailles, immobilier, et gérais ça rapidement. Le 4e soir, je passais devant la cuisine quand j'ai entendu Marcus au téléphone. « Je sais, disait-il, sa voix tendue par quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Je l'aurai bientôt. Après cette semaine. Donne-moi juste jusqu'à. » Il m'a vu et a raccroché immédiatement. « C'était qui ?» ai-je demandé. « Personne. Des trucs de boulot. » Il n'avait pas travaillé depuis 8 mois. Je n'ai pas insisté, mais je l'ai classé dans un coin de ma tête. Une autre pièce d'un puzzle que je ne comprenais pas encore. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans la chambre d'amis à fixer le plafond, me demandant ce que mon frère était si désespéré de payer, et pourquoi sa peur semblait plus grande que son chagrin. La nuit précédant les funérailles, je n'arrivais pas à dormir. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand je n'arrive pas à apaiser mon esprit. J'ai rangé. Papa avait un petit bureau au sous-sol, une pièce encombrée avec un bureau en bois et des classeurs des années 90. Personne n'y avait touché depuis qu'il était tombé malade. Je me suis dit que je pouvais au moins commencer à trier les choses, me rendre utile d'une manière qui ne m'obligerait pas à parler à qui que ce soit. Le premier classeur était plein de déclarations d'impôts et de factures de services publics remontant à des décennies. Le second contenait de vieilles photos, des bulletins scolaires, les miens et ceux de Marcus, et un dossier étiqueté « Documents importants ». À l'intérieur, j'ai trouvé mon certificat de naissance, quelques photos de moi bébé, et une seule feuille de papier avec un logo que je ne reconnaissais pas. Farwell Family Holdings LLC, daté de 2009. Je l'ai fixé. Le document était une sorte d'accord d'exploitation, dense en langage juridique que je ne comprenais pas entièrement, mais j'ai vu mon nom dans le texte et ma signature en bas, bouclée et incertaine, l'écriture de mon mois de 23 ans. Je me suis souvenu de ce jour, en 2009. Papa m'avait appelé et m'avait demandé de rentrer à la maison pour signer des papiers. Juste des trucs administratifs pour l'entreprise, avait-il dit. Rien d'important. Je sortais tout juste de l'université,
lui faisant toujours confiance malgré tout. Alors, j'avais signé là où il pointait, sans lire les petits caractères. J'avais complètement oublié cela jusqu'à maintenant. J'ai glissé le papier dans mon sac à main, prévoyant d'interroger maman à ce sujet plus tard. Quand je l'ai trouvée dans la cuisine le lendemain matin et que j'ai mentionné Farwell Family Holdings, elle a agité la main avec dédain. Cette société a été dissoute il y a des années. Ne perds pas ton temps à fouiller dans le passé. Alors, je n'en ai plus parlé, mais j'ai gardé le papier. Quelque chose me disait de le faire. Les funérailles ont eu lieu un jeudi, gris et froid, le genre de jour de novembre qui rend tout plus lourd. Peterson & Son était le plus grand funérarium de la région, avec des boiseries sombres et des vitraux qui projetaient une lumière colorée sur les bancs. Plus de 40 personnes sont venues, des parents, d'anciens collègues de l'entreprise de construction que papa avait dirigée, des voisins qui se souvenaient de lui comme l'homme calme qui déneigeait toujours leurs allées après les tempêtes de neige. Marcus a prononcé l'éloge funèbre. Il se tenait au podium dans un costume Tom Ford, j'ai reconnu la coupe parce que je l'avais vu dans un magazine, $3000 minimum, et parlait de papa comme s'ils avaient été les meilleurs amis du monde. Il a parlé de voyages de pêche qu'ils avaient faits, de conseils que papa lui avait donnés, du lien indéfectible entre père et fils. J'étais assise au dernier rang, écoutant des histoires que je n'avais jamais entendues, me demandant si l'une d'entre elles était même vraie. Les voyages de pêche peut-être, mais les conversations à cœur ouvert, la connexion profonde et significative. J'avais vécu dans cette maison pendant 18 ans, et je n'avais jamais vu papa parler à Marcus de quelque chose de plus personnel que les scores sportifs. Mais la foule était émue. Les femmes tamponnaient leurs yeux. Les hommes hochaient la tête solennellement. Marcus avait toujours été doué pour la comédie. Maman était assise au premier rang, portant du Chanel noir et son collier de perles emblématiques, un cadeau de Marcus, aimait-elle rappeler aux gens, bien que nous sachions tous que papa l'avait payé. Elle acceptait les condoléances avec une dignité exercée. La veuve éplorée qui avait tout sous contrôle. Personne n'est venu prendre de mes nouvelles. Personne n'a demandé comment je tenais le coup. J'étais juste un bruit de fond. La fille qui était partie trop longtemps pour compter. Je ne savais pas que l'éloge funèbre n'était que la première partie. La vraie performance allait suivre. Après la prière finale, la plupart des gens ont commencé à rassembler leurs manteaux pour partir, mais Marcus est remonté sur le podium et s'est éclairci la gorge. Si je pouvais avoir l'attention de tout le monde pour un autre moment. La salle s'est figée. J'ai vu maman lui faire un signe de tête depuis son siège, un geste minuscule, presque imperceptible, comme un réalisateur donnant le signal à un acteur. Notre famille a discuté de la marche à suivre, a dit Marcus, sa voix portant la même émotion répétée de l'éloge funèbre. Et nous avons pris une décision difficile. Nous allons vendre la maison familiale. Des murmures ont parcouru la foule. Tante Patricia, la sœur de papa, a mis une main sur sa poitrine. La maison sur Maple? Richard aimait cette maison. Je sais, a dit Marcus, secouant la tête avec ce qui ressemblait à une tristesse authentique. Mais il est temps de prendre un nouveau départ. Maman ne veut pas être la seule, entourée de souvenirs. Et franchement, l'entretien est trop lourd pour qu'elle le gère toute seule. Il a fait une pause, laissant cela pénétrer, puis a ajouté, nous en avons déjà discuté en famille. Maman, moi et Brianna étions tous d'accord. Mon estomac s'est noué. Je n'avais accepté rien du tout. On ne m'avait même pas demandé. J'ai commencé à me lever pour dire quelque chose, mais maman s'est retournée et m'a regardé. Ses yeux étaient perçants. Un avertissement. N'ose pas faire une scène. La maison sera mise en vente le mois prochain, a continué Marcus. Nous voulions juste que tout le monde le sache, pour qu'il n'y ait pas de surprise. Après l'annonce, les gens ont approché maman avec sympathie. Une décision si difficile. Richard comprendrait. Vous devez faire ce qui est le mieux pour la famille. Personne ne m'a demandé ce que j'en pensais. Je suis resté figé au fond de la salle, regardant ma maison d'enfance être vendue aux funérailles de mon père, et je n'ai pas dit un mot. Mais Marcus n'avait pas fini. Il a regardé vers maman, et elle s'est levée de son siège comme s'ils avaient répété cela aussi. Je veux ajouter quelque chose, a-t-elle dit, lissant sa robe noire en marchant vers l'avant. Je sais que certains d'entre vous pourraient se poser des questions sur la situation de Brianna. Mon visage est devenu brûlant. 40 paires d'yeux se sont tournés vers moi.
Brianna est une jeune femme forte et indépendante, a continué maman. Son ton était le même que celui qu'elle utilisait pour expliquer pourquoi nous ne pouvions pas nous permettre quelque chose qu'elle ne voulait pas acheter. Elle a un bon travail, son propre appartement. Elle a déménagé il y a des années et a construit sa propre vie. Richard serait fier de ça. Elle a fait une pause, penchant la tête avec un sourire triste. Elle n'a pas besoin de la maison. Pas de la façon dont Marcus en a besoin. Il a eu quelques revers. Il a besoin du soutien de la famille en ce moment. Je suis sûr que vous comprenez tous. Quelqu'un dans la foule, je crois que c'était tante Dorothy, a chuchoté, eh bien, elle les a abandonnés pendant des années. Ton père comprendrait, a dit maman, me regardant directement maintenant. Ta sœur peut trouver un autre endroit. J'ai senti les mots atterrir comme un coup physique. Elle venait de dire à toute notre famille élargie que je ne méritais rien, que j'étais une pensée après coup, que ce qui arrivait à ma maison d'enfance ne me regardait pas. Une cousine éloignée nommée Barbara s'est penchée vers moi. Tu sais que ta mère a raison, chérie. Tu as si bien réussi. Marcus a besoin d'aide plus que toi. Je voulais hurler. Je voulais leur parler des bourses pour lesquelles j'avais dû me battre, des emplois que j'avais occupés, des années que j'avais passées à construire quelque chose à partir de rien, pendant que Marcus drainait chaque ressource que nos parents avaient. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste restée là, me sentant plus petite que je ne l'avais été depuis des années, et je n'ai rien dit. Après le service, j'ai dérivé vers l'extérieur pendant que tout le monde restait pour socialiser. L'air de novembre était glacial, mais j'en avais besoin. J'avais besoin de respirer quelque chose qui ne ressemblait pas à une trahison. À travers la fenêtre, j'ai regardé Marcus serrer la main d'un homme en costume gris sur mesure. Ils ont échangé des cartes de visite. L'homme a tendu à Marcus un dossier avec le logo d'une agence immobilière sur le devant. Il avait amené un agent immobilier aux funérailles. Maman est apparue à côté de l'homme, faisant un geste vers la porte comme si elle donnait des directions. Une minute plus tard, je les ai vus monter tous dans des voitures séparées et partir en direction de la maison. J'ai réalisé qu'ils faisaient visiter la propriété avant même que papa ne soit en terre. Je suis rentré à l'intérieur pour trouver mon sac à main, et c'est là que j'ai entendu tante Dorothy parler à un groupe de cousins. Eh bien, à quoi vous attendiez-vous? Brianna les a abandonnés. N'a pas appelé. N'a pas visité pendant des années, et maintenant elle veut se montrer et réclamer quelque chose. Le sang ne marche pas comme ça. Je me suis figé dans le couloir, caché par un pilier, et j'ai écouté. Sa pauvre mère, a ajouté quelqu'un d'autre. Devoir gérer une fille comme ça en plus de perdre son mari. Au moins Marcus est resté. Il a été là pour Linda à travers tout. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais appelé et où l'on m'avait dit que maman était occupée. Toutes les fêtes où j'avais proposé de venir, pour m'entendre dire « nous faisons quelque chose de petit cette année ». Toutes les façons dont j'avais essayé de reconstruire des ponts qu'ils continuaient de brûler. En sortant, j'ai remarqué quelque chose de nouveau sur la pelouse devant le funérarium. Un panneau immobilier avec une bannière bientôt disponible. Ils avaient prévu cela depuis un moment, et personne n'avait pensé à me le dire. J'ai pris une photo du panneau. Une preuve, me suis-je dit, bien que je ne sache pas encore pourquoi faire. Cette nuit-là, j'ai essayé de leur parler. La maison était calme. La plupart des parents étaient retournés à leurs hôtels ou chez eux, nous laissant juste tous les trois dans le salon. Maman dans le fauteuil en cuir de papa. Marcus affalé sur le canapé. Moi debout dans l'encadrement de la porte, comme une visiteuse dans ma propre maison d'enfance. Je dois vous demander quelque chose, ai-je dit. À propos de la vente de la maison. Maman a levé les yeux de son téléphone. Quoi à propos de ça? Tu as dit que nous étions tous d'accord. Nous ne l'étions pas. Personne ne m'a rien demandé. Marcus a ri. Un son court et méprisant. Allez, Bri. Tu ne fais plus partie de cette famille depuis des années. Qu'est-ce que ça peut te faire ce qui arrive à la maison? Ça m'importe parce que c'est notre maison familiale. Parce que papa est mort il y a 4 jours et que vous la montrez déjà à des acheteurs. Parce que j'ai tout autant le droit de faire partie de cette décision que vous deux. L'expression de maman s'est durcie. Tu n'as aucun droit. Tu es parti. Tu n'as pas appelé. Pas visité. Pas aidé quand ton père était malade. Et maintenant tu veux te montrer et exiger d'avoir ton mot à dire?
J'ai appelé. Tu as dit que tu n'avais pas besoin de moi. Nous n'avions pas besoin de ta culpabilité. Nous avions besoin de ta présence. Marcus s'est redressé, me fixant avec un regard qui était presque de la pitié. Écoute, je vais être honnête avec toi. J'ai besoin de l'argent de cette maison. J'ai des dettes d'investissement, beaucoup. Et si tu fais une scène à ce sujet, je dirai à tout le monde exactement quel genre de fille tu as été, comment tu as coupé les ponts avec papa pendant 2 ans, comment tu lui as brisé le cœur. Ma gorge s'est serrée. C'était ma honte la plus profonde, les années où j'avais refusé de parler à papa, et Marcus venait de l'utiliser comme une arme. J'essaie d'aider la famille, a-t-il dit. Toi, tu essaies de la déchirer. J'ai quitté la pièce sans un autre mot, mais je n'ai pas quitté la maison. Pas encore. Je sais ce que vous pensez probablement en ce moment. Pourquoi n'ai-je pas riposté? Pourquoi n'ai-je pas appelé un avocat sur le champ? Mais voici ce que vous devez comprendre. C'était ma famille, ma mère, mon frère. Les gens dont j'avais passé toute mon enfance à essayer de gagner l'amour. M'éloigner d'eux avait déjà brisé quelque chose en moi une fois. Je n'étais pas prête à le refaire. Si vous avez déjà été dans une situation comme celle-ci, où vous défendre signifiait perdre tous ceux que vous aviez jamais connus, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi que je ne suis pas seul. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, restez avec moi. 3 jours après les funérailles, maman a convoqué une autre réunion de famille, cette fois à la maison, pour discuter de la succession, a-t-elle dit, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. 15 personnes se sont entassées dans la salle à manger. Tante Dorothy, oncle Frank, ma grand-mère du côté de maman, divers cousins que je reconnaissais à peine. La pièce semblait plus petite que dans mes souvenirs, remplie de corps et d'opinions, et du poids des décisions prises sans moi. Maman se tenait en bout de table, une pile de papier devant elle. Marcus était assis à sa droite, les bras croisés, me regardant comme si j'étais un problème à gérer. Voici la situation, a commencé maman. Richard n'a pas laissé une succession compliquée. La maison est l'actif principal, valant environ 800 000 $. Mon plan est de la vendre, de payer les dettes en cours, et d'utiliser le reste pour subvenir à mes besoins pendant ma retraite. Et Brianna, a demandé grand-mère. Elle était la seule à me regarder avec autre chose que du jugement. Brianna a sa propre carrière, a dit maman doucement. Elle n'a pas besoin de soutien. Elle a déménagé il y a des années, a construit sa propre vie. Je suis fier d'elle pour ça. Mais c'est toujours ta fille, a insisté grand-mère. La fille de Richard. Tante Dorothy, la sœur de maman, est intervenue. Avec tout le respect que je vous dois, mère, Brianna n'a pas exactement été présente. Elle a coupé les liens avec cette famille. On ne peut pas partir et ensuite revenir la main tendue. Je ne demande rien, ai-je dit. Je demande à être incluse dans les décisions concernant la propriété de ma propre famille. Tu es incluse, a dit Marcus avec un sourire mince. Tu es assise juste ici, n'est-ce pas? La salle a frémi de rires inconfortables. J'ai senti mon visage rougir. Personne ne m'a défendu. Pas une seule personne à cette table n'a pris la parole pour dire que je méritais une voix. Grand-mère a croisé mon regard et a détourné les yeux, les lèvres serrées. Le véritable but de la réunion est devenu clair 1 heure plus tard. Marcus a fait glisser un document sur la table vers moi. L'entête disait « Renonciation aux intérêts dans les biens de la succession ». Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. C'est simple, a dit maman. Tu signes ça et tu renonces formellement à toute réclamation sur la maison ou les produits de sa vente. Ça protège tout le monde, ça garde les choses propres. J'ai fixé le papier. Vous voulez que je renonce à mon héritage? Tu ne renonces à rien, a dit Marcus. Papa ne t'a rien laissé dans son testament. Ça rend juste les choses officielles pour qu'on puisse avancer sans complications. Comment sais-tu ce que papa m'a laissé? Marcus a échangé un regard avec maman. Nous avons fait examiner le testament par un avocat. La maison va à maman. C'est tout. C'est juste de la paperasse. Si je n'ai déjà aucun droit, pourquoi avez-vous besoin que je signe? Sa mâchoire s'est serrée. Parce que nous voulons que ce soit fait rapidement. L'acheteur est prêt. Nous n'avons pas besoin qu'une fille éloignée se pointe dans 6 mois en prétendant qu'elle mérite une part. Et si je ne signe pas?
Maman s'est penchée en avant. Alors je dirai à tout le monde dans cette pièce, et à tous ceux qui n'étaient pas là, exactement quel genre de fille tu as été. Comment tu as abandonné ton père pendant 2 ans quand il avait le plus besoin de toi. Comment tu lui as brisé le cœur. La même menace que Marcus avait faite. Il s'était clairement coordonné. Signe le papier, Brianna, a dit oncle Frank. Ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. Tout le monde me fixait, attendant. J'ai pris le stylo, le main-blank de papa, ai-je réalisé, celui qu'il avait eu pour ses 20 ans de travail, et je l'ai tenu au-dessus de la ligne. Puis je l'ai reposé. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit. Le sourire de Marcus a disparu. Tu as 24 heures. Je suis rentré à mon appartement ce soir-là, me sentant comme si j'avais déjà perdu. Le studio semblait plus vide que d'habitude. Je me suis assise sur mon canapé d'occasion dans le noir, les lampadaires projetant de longues ombres à travers la fenêtre, et j'ai passé en revue mes options. Je pouvais signer le papier, renoncer à toute réclamation que je pourrais avoir, partir, les laisser avoir la maison. Ce serait plus facile. Plus de réunions de famille, plus d'accusations, plus de sentiments de ne pas être à ma place. Mais quelque chose en moi refusait. Peut-être était-ce de la fierté. Peut-être était-ce le souvenir de toutes ces nuits où j'avais travaillé en double équipe pour payer un diplôme que mes parents refusaient de financer. Peut-être était-ce la façon dont maman avait annoncé à 40 personnes que je ne comptais pas. Ou peut-être était-ce le papier dans mon sac à main, celui avec le logo que je ne reconnaissais pas. Farwell Family Holdings LLC. Je l'ai sorti et je l'ai regardé à nouveau dans la lumière tamisée. Ma signature était là en bas, bouclée et jeune, datant d'il y a 15 ans. Papa m'avait demandé de le signer, et je l'avais fait sans poser de questions parce que je lui faisais confiance. Qu'est-ce que j'avais signé? J'ai pensé à appeler un avocat, mais il était presque minuit et je ne savais même pas par où commencer. Puis je me suis souvenu que le programme des funérailles de papa listait un nom. Gerald Whitmore, avocat successoral, conseil de la famille Henderson depuis 20 ans. J'ai trouvé le numéro dans le vieux carnet d'adresse de papa, que j'avais pris de son bureau avec quelques autres choses. Demain, ai-je décidé, demain j'appellerai ce Gerald Whitmore et lui demanderai ce que signifiait Farwell Family Holdings. Si je devais perdre, au moins je voulais connaître la vérité d'abord. Le bureau de Gerald Whitmore était au 4e étage d'un immeuble en briques dans le centre-ville de Philadelphie, le genre d'endroit avec des plaques nominatives en laiton, des tapis persans et une légère odeur de vieux papier. Il était plus âgé que je ne l'espérais, fin de la soixantaine, avec des cheveux blancs et des lunettes à monture métallique qui le faisaient ressembler au grand-père de quelqu'un, mais ses yeux étaient vifs quand il m'a serré la main. Mademoiselle Henderson, j'espérais que vous appelleriez. Cela m'a surprise. Vraiment? Asseyez-vous, je vous en prie. Il a indiqué un fauteuil en cuir en face de son bureau. Je suis l'avocat successoral de votre père depuis 20 ans. Lui et moi avions une entente. J'ai sorti le document de la LLC de mon sac et je l'ai fait glisser sur le bureau. J'ai trouvé ça dans ses dossiers. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais il y a mon nom dessus. Whitmore l'a pris et quelque chose a vacillé sur son visage. De la reconnaissance, peut-être du soulagement. Connaissez-vous Farwell Family Holdings LLC, a-t-il demandé. Ma mère a dit que la société avait été dissoute il y a des années. Votre mère se trompe. Il a ouvert un tiroir et a sorti un dossier manille, épais, bien organisé, comme s'il l'avait gardé prêt. Mademoiselle Henderson, il y a quelque chose que votre père m'a demandé de vous dire, mais seulement quand le moment serait venu. Mon pouce est accéléré. Qu'est-ce que vous voulez dire? La maison familiale, celle sur Maple Street, ne fait pas partie de la succession de votre père. Quoi? En 2009, votre père a transféré la propriété dans Farwell Family Holdings LLC. La maison appartient à la LLC, pas à lui personnellement. Je l'ai fixé. Alors qui possède la LLC? Whitmore m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous, mademoiselle Henderson. Vous êtes l'unique membre. Vous l'êtes depuis 15 ans. Pendant un long moment, je n'ai pas pu parler. Ce n'est pas possible, ai-je finalement réussi à dire. Je l'aurais su. Quelqu'un me l'aurait dit. Whitmore a secoué la tête lentement. Votre père était très précis sur la confidentialité. Il ne voulait que personne ne sache, pas votre mère, pas votre frère, pas même vous,
jusqu'à ce que cela devienne nécessaire. Mais pourquoi? Il a sorti un autre document du dossier. Celui-ci était plus vieux, le papier légèrement jauni. En 2008, votre père est venu me voir avec des inquiétudes. Il avait remarqué des changements dans le comportement de Marcus. Dette, les débuts de ce qui allait devenir un problème sérieux. J'ai pensé à l'appel téléphonique désespéré de Marcus au funérarium, la peur dans sa voix. Votre père aimait votre frère, a continué Whitmore. Mais il ne lui faisait pas confiance. Il savait que s'il lui arrivait quelque chose, Marcus trouverait un moyen de drainer chaque actif de la famille. Alors, il a créé une structure pour protéger le plus précieux, la maison. Oui. Il l'a transférée dans la LLC en 2009 et vous a désigné, vous et seulement vous, comme unique membre. L'accord d'exploitation est en béton, correctement notarié, déposé auprès de l'État de Pennsylvanie, maintenu et conforme chaque année depuis. Il a payé les frais de la LLC tout ce temps. Il a mis en place un petit fonds spécifiquement pour cet usage. Il a pensé à tout. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Toutes ces années où je pensais que papa ne s'en souciait pas. Tous ces silences que j'interprétais comme de l'indifférence. Et tout ce temps, il avait construit une forteresse autour de moi. Votre père n'était pas doué avec les mots, a dit Whitmore doucement. Mais il était méticuleux avec les documents. C'était sa façon de dire ce qu'il ne pouvait pas. J'ai essuyé mes yeux du revers de la main. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, a-t-il dit, nous remettons les pendules à l'heure. Whitmore m'a laissé m'asseoir dans son bureau aussi longtemps que j'en avais besoin. Il a fait du thé, Earl Grey, dans des tasses en porcelaine qui semblaient avoir appartenu à sa grand-mère, et a attendu pendant que je digérais tout. Pour la première fois depuis la mort de papa, j'ai vraiment pleuré. Pas les larmes polies et contrôlées que j'avais versées aux funérailles. C'étaient des sanglots laids et haletants qui venaient de quelque part au fond de ma poitrine. Chagrin, soulagement et confusion, tout emmêlé. Papa m'avait vu tout ce temps. Il m'avait vu. J'ai pensé à chaque fois où il était resté silencieux pendant que maman me rejetait. Chaque fête où Marcus était célébré et moi toléré. J'avais interprété son silence comme un accord, comme la preuve qu'il pensait aussi que je comptais moins. Mais ce n'était pas ça du tout. Il n'avait juste pas su comment se battre pour moi à voix haute. Alors, il s'était battu pour moi sur papier. Whitmore m'a tendu une enveloppe scellée. Mon nom était écrit sur le devant de l'écriture de papa, tremblante, les lettres inégales, comme si ses mains avaient été instables quand il l'avait écrite. Il m'a donné ça il y a 3 mois, a dit Whitmore. Il m'a demandé de la garder jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Je ne l'ai pas ouverte là. Je n'étais pas prête, mais j'ai passé mon pouce sur les lettres de mon nom et j'ai senti quelque chose changer en moi. Il va y avoir une lecture officielle du testament, a dit Whitmore. Je vais l'organiser pour vendredi. J'inviterai tous ceux qui étaient à cette réunion de famille. Ils vont contester ça, ai-je dit. Ils diront que j'ai manipulé papa ou que les documents sont faux. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Il a sorti un autre dossier. Celui-ci plein de reçus, de signatures notariées, de confirmations de dépôt. Je me prépare pour ce moment depuis 15 ans. La trace écrite est impeccable. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir. Comment voulez-vous gérer cela, a demandé Whitmore. J'avais arrêté de pleurer à ce moment-là. Le thé avait refroidi, mais mon esprit était plus vif qu'il ne l'avait été depuis des jours. Je pourrais leur dire en privé, ai-je dit. Prendre maman et Marcus à part, expliquer la situation, éviter une scène publique. Vous pourriez, a convenu Whitmore. Ce serait certainement l'approche la plus diplomatique. Mais ils ne m'ont pas accordé cette courtoisie. J'ai pensé à l'annonce aux funérailles, à la réunion de famille, à la façon dont ils avaient essayé de m'humilier pour me soumettre devant tous ceux avec qui j'avais grandi. Ils avaient choisi de faire cela publiquement, de me faire passer pour la fille ingrate devant 40 personnes. Donc, vous aimeriez remettre les pendules à l'heure dans le même cadre? J'aimerais que la vérité éclate de la même manière que les mensonges l'ont fait. Whitmore a hoché la tête lentement. Je programmerai la lecture officielle du testament pour vendredi à 10 heures. J'inviterai tous ceux qui étaient à cette réunion. Votre mère, votre frère, vos tantes, oncles, grand-mère. Ils s'attendront à ce que ce soit une procédure de routine. Aurez-vous besoin de quelque chose de ma part?
Soyez juste là. Apportez le document original que vous avez trouvé. Je m'occupe du reste. Il a fait une pause, puis a ajouté, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait être utile. Patricia Callahan. Elle a été la comptable de votre père pendant des années. Elle a été témoin de la formation originale de la LLC. Si votre famille conteste la légitimité des documents, elle peut tout corroborer. Elle est prête à le faire. Elle attend de le faire. Elle vous a toujours aimé, mademoiselle Henderson, et elle connaissait les vraies intentions de votre père. J'ai quitté le bureau de Whitmore avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La certitude. Je n'allais pas mener cette bataille en criant, en pleurant ou en les suppliant de me voir. J'allais laisser les papiers parler d'eux-mêmes. Patricia Callahan vivait dans une maison de ville modeste à Conshohocken, le genre d'endroit avec des jardinières pleines de chrysanthèmes et un paillasson de bienvenue qui le pensait vraiment. Elle avait la fin de la cinquantaine, avec des cheveux striés d'argent et le genre de visage qui vous donnait envie de lui raconter vos problèmes. Je me demandais quand vous viendriez, a-t-elle dit, me faisant entrer dans son salon. Gérald a appelé avant. Du thé, s'il vous plaît. Elle a versé d'une théière en céramique pendant que je m'asseyais sur son canapé fleuri, essayant de comprendre comment commencer. Mais Patricia l'a fait pour moi. Votre père parlait de vous constamment, a-t-elle dit. Le saviez-vous? Non. Il le faisait. Chaque fois que vous accomplissiez quelque chose, passiez votre examen d'expert comptable, obteniez une promotion, il trouvait un moyen de le mentionner. Ma fille va bien, disait-il. Elle a fait quelque chose de sa vie. Ma gorge s'est serrée. Alors pourquoi ne me l'a-t-il jamais dit? Parce que Richard Henderson était l'homme le plus émotionnellement constipé que j'ai jamais rencontré. Elle l'a dit avec affection, pas avec cruauté. Il a grandi dans une maison où les sentiments étaient des faiblesses. Il ne savait pas dire « je t'aime ». Alors il le montrait dans la seule langue qu'il comprenait, les feuilles de calcul et les documents juridiques. La LLC. J'étais là quand il l'a mise en place. J'ai été témoin des signatures, je l'ai aidé à déposer les papiers. Il m'a fait promettre de ne le dire à personne, pas même à vous, à moins que quelque chose ne tourne mal. Et maintenant quelque chose a mal tourné. Votre mère et votre frère sont sur le point de vendre une maison qui ne leur appartient pas. Je dirais que ça compte. Elle a posé sa tasse de thé et m'a regardé directement. Votre père n'était pas parfait, Brianna, mais à la fin, il vous a choisi. Ne les laissez pas vous enlever ça. J'ai hoché la tête. Je ne le ferai pas. La veille de la lecture du testament, Marcus a appelé. Les 24 heures sont écoulées, a-t-il dit. As-tu pris ta décision? J'étais assise sur mon lit, la lettre de papa toujours non ouverte sur ma table de nuit. Je serai à la lecture demain. Bien. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Apporte un stylo. On va boucler ça et tout le monde pourra passer à autre chose. Je te verrai là-bas, Marcus. Après qu'il ait raccroché, maman a appelé. Son ton était différent, plus doux, presque suppliant. Brianna, je sais que les choses ont été difficiles entre nous, mais j'ai besoin que tu comprennes que ce n'est pas pour t'évincer. C'est une question de survie. Marcus s'est mis dans le pétrin, et si nous ne l'aidons pas, des gens vont être blessés. Quel genre de pétrin? Elle a hésité. Il doit de l'argent à des gens dangereux. Beaucoup d'argent. Plus de 300 000, peut-être plus près de 350. Je lui ai déjà donné tout ce que j'avais économisé. La maison était censée être le dernier recours. Donc, c'était le vrai chiffre. 340 000 $ de dettes de jeu. Mon frère s'était vidé en chassant des gains qui n'étaient jamais venus. Je suis désolé que Marcus soit en difficulté, ai-je dit, mais vendre la maison de papa, ma maison, ne va pas le réparer. Ça va juste lui permettre de continuer. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Je te verrai demain, maman. J'ai raccroché et j'ai enfin ouvert la lettre de papa. Son écriture était tremblante, les mots inégaux, mais le message était clair. Brianna. Je sais que ta mère et ton frère ne t'ont pas traité équitablement. Je suis désolé de n'avoir jamais eu le courage de le dire à voix haute. Je n'ai pas été un bon père, mais j'ai essayé de te laisser quelque chose qu'ils ne pouvaient pas t'enlever. Tu es la seule en qui j'ai confiance pour ce qui compte. Papa.
J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai glissée dans la poche de mon blazer. Demain, je n'aurai pas besoin de dire grand-chose. Le papier ferait la conversation. Vendredi matin, 10h. Bureau de Gerald Whitmore. La salle de conférence était plus grande que son bureau privé, avec une table en acajou assez longue pour asseoir 12 personnes et des peintures à l'huile des monuments de Philadelphie sur les murs. Un lustre en cristal pendait au-dessus, projetant une lumière prismatique sur le bois poli. Je suis arrivé à 9h45 et j'ai trouvé Whitmore en train de s'installer, des dossiers disposés à sa place, un verre d'eau à chaque place, le rétroprojecteur prêt au cas où il aurait besoin d'afficher des documents. « Êtes-vous prête ?» a-t-il demandé. Aussi prête que je ne le serai jamais. La famille a commencé à arriver à 9h55. Maman est venue la première, portant du noir encore, cette fois une robe de créateur que je ne reconnaissais pas, avec le collier de perles brillant à sa gorge. Elle m'a à peine jeté un coup d'œil avant de prendre place à l'autre bout de la table. Marcus est entré 15 minutes en retard, parce que bien sûr qu'il l'a fait. Il portait à nouveau le costume Tom Ford, fraîchement repassé, comme si c'était une réunion d'affaires où il s'attendait à conclure un accord. Il a tapé sur l'épaule de Whitmore comme s'ils étaient de vieux amis. « Merci d'avoir organisé ça, Jerry. Faisons vite. » Ouais. Oncle Frank, tante Dorothy, grand-mère, et une poignée de cousins sont entrés après lui. La même distribution de personnages de la réunion de famille, ici pour assister à ce qu'il supposait être ma défaite finale. Marcus a croisé mon regard à travers la table et a fait un clin d'œil. Il a vraiment fait un clin d'œil, comme si nous partagions une blague. « Tu as apporté un stylo cette fois ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. J'ai juste lissé mon blazer bleu marine, le même que je portais aux réunions clients importantes, celui que j'avais acheté avec mon propre argent après ma première promotion, et j'ai attendu. Whitmore a fermé la porte et a pris place en bout de table. Devons-nous commencer ? Je dois faire une pause ici une seconde parce que c'est le moment que j'attendais depuis toute ma vie, pas par vengeance. Je veux être clair à ce sujet. Je n'étais pas assise dans cette salle de conférence à rêver de faire souffrir ma famille. J'attendais d'être vu, d'être reconnu, d'avoir enfin, après 32 ans, quelqu'un qui se lève et dise que je comptais. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, comme si peu importe ce que vous accomplissiez, ce n'était jamais assez, alors vous savez exactement comment je me sentais sur cette chaise. Aimez et commentez si vous êtes toujours avec moi, et restez proches. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Whitmore a commencé par les formalités standards, confirmant l'identité de chacun, expliquant le but de la lecture, esquissant la structure de base de la succession de papa. Le testament de Richard Henderson est simple, a-t-il dit, tournant les pages de son dossier. Les effets personnels doivent être distribués entre les membres de la famille à la discrétion de Madame Henderson. Son véhicule, une Honda Accord 2018, va à Marcus. Ses comptes d'épargne totalisant environ 47 000 $ vont à sa femme, Linda. Maman a hoché la tête, semblant satisfaite. Marcus s'est adossé à sa chaise avec l'air de quelqu'un qui regarde un cheval sur lequel il a parié prendre la tête. Et la maison, a suggéré tante Dorothy. La propriété de Maple Street ? Whitmore a fait une pause. Il a retiré ses lunettes, les a nettoyées sur sa cravate, et les a remises, un geste dont je réaliserai plus tard qu'il était entièrement délibéré. Concernant la maison, a-t-il dit lentement. Il y a un problème. La salle est devenue silencieuse. Marcus s'est redressé. Quel genre de problème, a demandé maman. La propriété de Maple Street ne fait pas partie de la succession personnelle de Monsieur Henderson. C'est ridicule, a dit Marcus. Il a possédé cette maison pendant 30 ans. Il a vécu dans cette maison pendant 30 ans, a corrigé Whitmore. Mais la propriété a été transférée en 2009. La propriété est détenue par une société à responsabilité limitée appelée Farwell Family Holdings LLC. J'ai vu le sang se vider du visage de ma mère. Marcus avait l'air confus, comme si quelqu'un avait commencé à parler une langue qu'il ne comprenait pas. C'est quoi ce bordel, Farwell Family Holdings, a-t-il exigé. Whitmore a sorti un dossier épais de dessous ses notes. Sur la couverture, de l'écriture soignée de papa, il y avait une étiquette, document de propriété. Ne pas détruire. Je pense, a dit Whitmore, que nous devons discuter de la structure d'entreprise que votre père a mise en place il y a 15 ans.
Whitmore a étalé les documents un par un, comme un croupier étalant des cartes sur une table. En 2009, Richard Henderson a transféré la propriété de Maple Street dans une société à responsabilité limitée. La LLC a été correctement formée. Le transfert a été légalement enregistré auprès du comté, et toutes les taxes et frais ont été payés chaque année depuis. Donc, la société possède la maison, a dit Marcus. Bien. Qui possède la société? L'accord d'exploitation spécifie un membre unique, une personne avec un contrôle complet sur la LLC et tous ses actifs. Whitmore m'a regardé. Chaque tête dans la pièce s'est tournée pour suivre son regard. Cette personne est Brianna Henderson. Le silence a duré exactement 3 secondes. Puis Marcus a explosé de sa chaise. C'est des conneries. Son visage était passé de pâle à rouge en un instant. Elle l'a manipulé. Elle l'a eu quand il était malade et confus. Les documents ont été exécutés en 2009, a dit Whitmore calmement. Votre père avait 53 ans et était en parfaite santé. Les signatures ont été notariées par un notaire agréé et attestées par sa comptable qui est prête à témoigner de sa compétence mentale à l'époque. Je ne crois pas ça. Marcus a attrapé l'un des documents et l'a scanné, les mains tremblantes. C'est de la fraude. C'est le choix de votre père, a dit Whitmore. Fait délibérément, maintenu soigneusement, et juridiquement contraignant. Maman a enfin parlé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il ne me l'a jamais dit. 25 ans de mariage, et il n'a jamais dit un mot. Il m'a demandé de garder cela confidentiel. J'ai honoré cette demande. J'étais assise très immobile, sentant le poids de 40 ans de dynamique familiale changer en temps réel. Mes tantes me fixaient. Ma grand-mère avait les larmes aux yeux. Et mon frère avait l'air de vouloir renverser la table. La maison vaut près de 900 000 $, a dit Marcus. Elle appartient à la famille. Elle appartient à la LLC, a répondu Whitmore. Et la LLC appartient à votre sœur. Maman s'est tournée vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange de trahison et de désespoir qui la faisait paraître plus vieille que ses 67 ans. Tu savais, a-t-elle dit. Tout ce temps, tu savais. Je l'ai découvert il y a 3 jours, ai-je dit. Après que tu aies annoncé aux funérailles de papa que je pouvais trouver un autre endroit. N'ose pas, a commencé Marcus. Laisse-la finir, a dit grand-mère sèchement. Tout le monde s'est tu. J'ai pris une inspiration. J'ai trouvé un document dans le bureau de papa et je ne savais pas ce qu'il signifiait. J'ai appelé monsieur Whitmore pour demander. Il m'a dit la vérité, une vérité qu'aucun de vous n'a jamais pris la peine de partager parce que vous aviez déjà décidé que je ne méritais pas de faire partie des décisions de cette famille. Le calme de maman s'est fissuré. Nous avons besoin de cet argent, Brianna. Marcus a des ennuis. De vrais ennuis. Il doit de l'argent à des gens qui ne négocient pas. Combien, a demandé oncle Frank en fronçant les sourcils. Marcus n'a rien dit, alors je l'ai fait. 340 000 $. Dette de jeu. La salle a explosé. La main de tante Dorothy a volé vers sa poitrine. Un de mes cousins a murmuré, Jésus-Christ. Oncle Frank a fixé Marcus comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Ce n'est pas exact, a bégayé Marcus. C'est des investissements, pas. Je le couvre depuis des années, a dit maman, la voix brisée. Je lui ai donné tout ce que j'avais. La maison était censée être le dernier recours. Elle m'a regardé avec des yeux cernés de rouge. Ton père n'est parti que depuis 2 semaines et tu vas prendre notre maison. Je ne prends rien, ai-je dit. Je réclame ce que papa m'a laissé. De la même façon que tu as réclamé tout ce qu'il t'a laissé. La seule différence, c'est qu'il s'est assuré que celle-ci ne puisse pas être enlevée. Le collier de perles autour de sa gorge a accroché la lumière alors qu'elle baissait la tête. Pour la première fois de ma vie, j'avais dit quelque chose qu'elle ne pouvait pas contester. Je me suis levé. L'attention de tout le monde s'est braquée sur moi. Certains hostiles, certains curieux, certains prudemment neutres. Je pouvais sentir mon cœur battre, mais j'ai gardé ma voix stable. Je ne suis pas là pour jubiler, ai-je dit. Et je ne suis pas là pour punir qui que ce soit. Je suis là parce que papa voulait que j'aie ça. Il a fait ce choix quand j'avais 23 ans, et il l'a gardé secret pendant 15 ans.
Ça me dit quelque chose sur ce qu'il croyait. Ça me dit qu'il a été manipulé, a craché Marcus. Ça me dit qu'il a vu ce qui arrivait. J'ai regardé directement mon frère. Il savait que tu brûlerais tout ce qu'il a construit si on t'en donnait la chance. Et il avait raison. Marcus s'est jeté en avant et pendant un moment, j'ai cru qu'il allait vraiment me frapper. Mais oncle Frank a attrapé son bras. Assieds-toi, a dit oncle Frank. Tu as fait assez de dégâts. Je me suis tourné vers ma mère. Tu peux rester dans la maison. Je ne vais pas te mettre à la rue. Mais ce sera sous un bail formel. $1 par mois, renouvelable annuellement, à ma discrétion. $1 par mois, a-t-elle répété. Et Marcus n'y vit pas. C'est non négociable. Tu ne peux pas. Je peux. La maison appartient à ma LLC. Je décide qui y vit. La pièce était silencieuse comme une tombe. Je pouvais voir les calculs se faire derrière les yeux de chacun, le pouvoir changer de main, les vieilles hypothèses s'effondrer. Marcus a besoin d'aide, ai-je dit plus doucement maintenant. De la vraie aide, pas de l'argent à jeter au bookmaker. S'il veut se faire soigner pour son addiction, je soutiendrai ça. Mais je ne participerai pas à lui permettre de se détruire. J'ai pris mon sac et j'ai regardé autour de la table une dernière fois. Je n'ai pas demandé ça, mais je ne vais pas m'excuser d'accepter ce que mon père a choisi de me donner. Puis je suis sorti. J'étais arrivé à mi-chemin du couloir quand j'ai entendu des pas derrière moi. Brianna, attends. Je me suis tourné. C'était grand-mère, la mère de ma mère, bougeant plus vite que je ne l'avais vu bouger depuis des années, sa canne claquant contre le sol en marbre. Grand-mère, je suis désolé. Je sais que c'était. Ne t'excuse pas. Elle m'a rejointe et a pris ma main dans les siennes. Sa prise était plus forte que je ne l'espérais. Je dois te dire quelque chose. Nous nous sommes mises dans une alcôve près de l'ascenseur, hors de vue de la salle de conférence. Je savais, a-t-elle dit. Pour la LLC? Richard m'a dit avant de mourir. Il a demandé ma bénédiction. Je l'ai fixé. Tu savais tout ce temps? Il est venu me voir il y a 3 mois, juste après son diagnostic. Il a dit qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps et qu'il avait besoin de savoir qu'il avait fait la bonne chose. Ses yeux brillaient. Il m'a demandé, penses-tu que je devrais protéger Brianna? Et je lui ai dit, oui, parce que ta mère ne le fera pas. J'ai senti les larmes menacer à nouveau. Pourquoi n'as-tu rien dit à la réunion de famille? Parce que ce n'était pas mon secret à dire. Et parce que... Elle a soupiré. Je voulais voir si ta mère reviendrait à la raison d'elle-même. Lui donner une chance de faire la bonne chose. Elle ne l'a pas fait. Non, elle ne l'a pas fait. Grand-mère a serré ma main. Mais toi si. Tu as tenu bon. Tu ne les as pas laissés te bousculer. J'ai appris en te regardant, ai-je dit doucement. Elle a souri. Un vrai sourire, le genre dont je me souvenais de mon enfance. Tu me rappelles ton grand-père. Il était têtu aussi, de la meilleure façon. Elle m'a tapoté la joue et s'est retournée vers la salle de conférence. Rentre chez toi, ma chérie. Tu as mérité du repos. Je vais gérer ce qu'il reste là-dedans. J'étais presque à ma voiture quand Marcus m'a rattrapé. Brianna, attends, s'il te plaît. Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. Je pouvais entendre sa respiration, irrégulière, inégale, comme s'il avait couru. Je sais que tu es en colère, a-t-il dit. Tu as tous les droits de l'être, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Alors explique-le. Il a contourné pour me faire face, et pour la première fois, j'ai vu au-delà du costume cher et de l'assurance exercée. Mon frère avait l'air brisé, des cernes sous les yeux, les mains tremblantes, le désespoir d'un homme qui était à court d'options. Les gens à qui je dois de l'argent, a-t-il dit. Ils ne sont pas patients. Ils ont envoyé des gens me suivre, laissant des mots sur ma voiture. La semaine dernière, quelqu'un a crevé mes pneus. J'ai peur, Bri. Sa voix s'est brisée. Je me suis mis dans une situation qui me dépasse. Et je continuais de penser que je pouvais me refaire. Juste un pari de plus, un jeu de plus, et alors tout irait bien. Mais ça ne l'a jamais été. Et maintenant je suis si profond que je ne vois pas d'issue. J'ai regardé mon frère.
Je l'ai vraiment regardé. L'homme à qui l'on avait donné tout ce pourquoi j'avais dû me battre, qui avait gâché chaque avantage et s'attendait encore à ce que quelqu'un d'autre nettoie son gâchis. Et sous tout cela, j'ai vu le gamin qui jouait à la balle avec moi dans le jardin. L'adolescent qui m'accompagnait à l'école quand j'avais peur des plus grands, avant que tout ne tourne mal. Tu as besoin d'une cure de désintox, ai-je dit. Pas d'argent. Je sais. 90 jours minimum. Un vrai programme, pas une retraite de week-end. Il a hoché la tête, ne croisant pas mon regard. Si tu fais ça, ai-je dit, si tu t'engages vraiment à obtenir de l'aide. Alors nous pourrons parler de la suite. Mais pas avant. Et si tu ne le fais pas, alors tu es tout seul. Maman attendait près de ma voiture. Elle avait dû se glisser par une sortie latérale pendant que je parlais à Marcus. Son maquillage avait coulé. La façade soignée complètement dissoute. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, comme si le chagrin et le choc l'avaient compressée. Est-ce qu'il a laissé quelque chose pour moi, a-t-elle demandé doucement. Richard. Dans ce dossier à lui. Un message? Une explication? J'ai pensé à mentir, à lui dire que papa lui avait écrit une belle lettre pleine de réconciliation et de pardon. Mais elle ne méritait pas un mensonge. Elle méritait la vérité. Non, ai-je dit. Il ne t'a pas mentionné du tout. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. 35 ans, a-t-elle chuchoté. Je lui ai donné 35 ans de ma vie. Et il a tout laissé à. Il m'a laissé la maison, ai-je dit. Pas parce qu'il m'aimait plus. Parce qu'il savait que toi et Marcus la brûleriez. Et il avait raison. Je faisais ce que je pensais être le mieux pour la famille. Tu faisais ce qui était le mieux pour Marcus. Il y a une différence. Elle a commencé à discuter, puis s'est arrêtée. Quelque chose a changé dans son expression. Pas exactement de l'acceptation, mais le début d'une reconnaissance. Je l'ai élevé comme j'ai été élevé, a-t-elle dit. Les fils sont des investissements. Les filles sont temporaires. C'est ce que ma mère m'a appris. Grand-mère semble avoir changé d'avis. Un rire amer. Elle t'a toujours préféré. Peut-être qu'elle me voyait juste plus clairement. Maman a levé la main et a détaché son collier de perles, celui qu'elle portait tous les jours aussi loin que je m'en souvienne, et l'a tenu dans sa paume un moment. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-elle dit. Moi non plus, ai-je admis. Mais peut-être que c'est par là qu'on commence. Elle n'a pas répondu. Elle s'est juste éloignée, tenant toujours les perles, me laissant seul sur le parking avec le poids de tout ce qui venait de changer. La lecture du testament s'est dispersée lentement après mon départ. J'ai entendu les détails plus tard par grand-mère et par Whitmore. Tante Dorothy avait essayé d'argumenter que la LLC était frauduleuse d'une certaine manière, mais Whitmore l'a fait taire avec une documentation remontant à 15 ans, signature notariée, dépôt d'état, rapports annuels, chèques y pointés, chèques débarrés. Oncle Frank avait pris Marcus à part et lui avait dit qu'il était une déception. Dur, peut-être, mais Marcus a juste hoché la tête. Il était trop vidé pour se battre encore. Patricia Callahan m'a appelé ce soir-là. Vous avez fait ça magnifiquement, a-t-elle dit. Votre père aurait été si fier. J'ai juste dit la vérité. Parfois, c'est la chose la plus difficile à faire. Elle m'a dit qu'elle avait regardé la famille partir un par un. Certains d'entre eux se sont arrêtés pour serrer la main de Whitmore et marmonner des excuses pour leurs hypothèses précédentes. Quelques cousins m'avaient apparemment envoyé des SMS, bien que je n'ai pas encore vérifié mon téléphone. Votre grand-mère est restée jusqu'à la fin, a ajouté Patricia. Elle voulait s'assurer que le message était clair. Elle a dit à votre mère, tu t'es fait ça à toi-même, Linda. Ne blâme pas l'enfant. J'ai souri malgré tout. Grand-mère avait toujours eu une colonne vertébrale en acier, même quand le reste d'entre nous s'effondrait. 2 jours plus tard, le bureau de Whitmore m'a envoyé un paquet formel, l'accord d'exploitation original, l'acte de propriété, les clés de la maison sur Maple Street. Tout cela désormais officiellement, publiquement à moi. J'ai tenu les clés dans ma main, le même trousseau en laiton que papa avait porté pendant 30 ans, avec un porte-clés en cuir usé et une minuscule photo de moi à l'âge de 5 ans glissée à l'intérieur de la fenêtre transparente. Il avait porté ma photo tout ce temps. Je n'avais juste jamais su où regarder. 2 semaines plus tard,
j'ai emménagé de nouveau dans la maison de Maple Street. Pas définitivement, pas au début. J'ai gardé mon appartement en ville pour le travail, mais j'ai commencé à passer les week-ends à la maison, débarrassant le désordre, réparant les choses que papa avait laissées aller durant ces derniers mois. La première chose que j'ai faite a été de vider mon ancienne chambre. Les bagages de créateur de Marcus, les boîtes à chaussures pleines de baskets qu'il ne pouvait pas se permettre, la télé à écran plat encore dans son emballage, tout est allé dans le garage. Il pouvait le récupérer quand il voulait, mais ça ne restait plus dans ma chambre. Ensuite, j'ai repeint les murs. Vert sauge doux cette fois, une couleur que j'avais toujours voulu mais jamais demandé. Maman vivait dans la chambre d'amis maintenant, sous le contrat de location que nous avions rédigé. $1 par mois. Elle était calme la plupart du temps. Nous ne parlions pas beaucoup, mais nous ne nous battions pas non plus. C'était une sorte de paix à laquelle je ne m'étais jamais attendu. Gênante, fragile, mais réelle. Marcus s'est inscrit dans un programme de 90 jours dans le New Jersey. Un vrai, avec thérapie de groupe et conseils en addiction, et sans accès à son téléphone. Je n'ai pas visité, mais j'ai envoyé une lettre, juste une ligne, je te soutiens. Il a répondu 2 semaines plus tard. 2 mots, merci. Le dimanche, j'ai commencé à dîner avec grand-mère. Elle venait avec un plat cuisiné ou une tarte, et nous nous asseyions dans la cuisine où je faisais mes devoirs, et elle me racontait des histoires sur mon grand-père, l'homme têtu dont j'avais apparemment hérité plus que je ne le savais. La maison semblait différente maintenant, plus légère, comme si elle avait retenu son souffle pendant des années, attendant que quelqu'un la laisse expirer. J'ai mis des fleurs fraîches sur la cheminée où la photo de papa reposait. Des roses jaunes, ses préférés. Hier soir, je me suis assise sur la véranda alors que le soleil se couchait, tenant une tasse de thé au gingembre. Le même genre que papa buvait tous les soirs, bien que je ne l'ai jamais su jusqu'à ce que je trouve sa tasse dans le placard. J'avais lu sa lettre 100 fois à ce moment-là. Les mots s'effaçaient aux pliures où j'avais plié et déplié le papier, mais je pouvais encore déchiffrer la dernière ligne. Tu es la seule en qui j'ai confiance pour ce qui compte. Pendant si longtemps, j'ai pensé que mon père ne m'aimait pas. Je pensais que son silence était la preuve que je ne valais pas la peine qu'on parle pour moi, que j'étais invisible pour lui de la même manière que j'étais invisible pour tous les autres dans cette maison. Mais j'avais tout faux. Papa ne savait pas comment aimer à voix haute. Il a grandi dans une famille où les émotions étaient des faiblesses et les actions étaient tout. Alors il m'a montré qu'il tenait à moi de la seule façon qu'il connaissait, en me protégeant avec des documents quand il ne pouvait pas me protéger avec des mots. Je pensais que la force signifiait riposter, crier, exiger d'être vu. Mais maintenant je comprends ça différemment. Parfois, la force est la patience. Parfois, c'est construire une forteresse si tranquillement que personne ne le remarque jusqu'à ce qu'elle soit déjà debout. Je ne vais pas prétendre que tout est réparé. Maman et moi apprenons encore comment être dans la même pièce. Il reste 84 jours à Marcus en cure de désintox, et je ne sais pas qui il sera quand il sortira. Certains de mes parents pensent encore que j'ai manipulé un homme mourant, mais je connais la vérité, et c'est suffisant. Papa n'a jamais dit « je t'aime », mais il a écrit mon nom sur chaque document qui comptait. Il m'a donné la maison où j'ai grandi, la sécurité que ma mère a essayé de prendre, et un avenir que personne ne pouvait voler. C'était sa façon de le dire, et je l'ai enfin entendu. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, comme si peu importe ce que vous accomplissiez, c'était toujours moins cassé, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous méritez d'être vu. Vous méritez d'être valorisé. Et vous protéger n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, s'il vous plaît cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Cela aide plus que vous ne le savez. Et si vous avez votre propre histoire sur la famille, sur les limites, sur le fait de enfin vous défendre, partagez-la dans les commentaires. J'adorerais l'entendre. Vérifiez la description pour plus d'histoires comme celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois, soyez gentil avec vous-même. Vous l'avez mérité.